Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo empreinte de mystère, d'ésotérisme. Une vidéo basée sur une légende. Mais comme dans toute légende, il y a un fond de vérité. Connaissez-vous le film La colline a des yeux, un film effrayant? Un film librement inspiré d'une histoire qui s'est déroulée au XVIIe siècle en Écosse. L'histoire de Bean. L'histoire de Bean est une des plus fameuses légendes d'Écosse, et elle a donné naissance à de nombreux récits. The Newgate Calendar était un bulletin mensuel des exécutions tenu par le garde de la prison de Newgate à Londres. Selon ces informations, Alexandre Bean serait né en Écosse, à environ 12 km à l'est de la ville d'Édimbourg, sous le règne du roi James Ier d'Écosse, au XVe siècle. Son père était cantonnier, et il avait transmis son savoir à son fils, espérant qu'il gagnerait lui aussi sa vie en accomplissant le même labeur. Pendant quelques années, durant sa jeunesse, Bean tenta de suivre les traces de son père, mais il était fort enclin à la paresse et à la malhonnêteté, et il abandonna rapidement. Après avoir quitté ses parents, il épousa une femme qui avait les mêmes penchants que les siens, et ils s'enfuirent tous les deux ensemble. Comme le jeune couple n'avait aucune source de revenus, il s'installa dans une grotte isolée de la région de Galloway, au sud-ouest du pays. La caverne faisait plus de 200 mètres de profondeur, et l'on ne pouvait y pénétrer que durant les heures de marée basse, car à marée haute, l'entrée était bloquée par les eaux. Bean et sa femme s'y dissimulèrent pendant 25 années, coupés du monde, prenant grand soin de ne jamais se montrer dans les villes et les villages aux alentours. Durant cette période, ils eurent 8 fils, 6 filles, 18 petits-fils et 14 petites-filles, dont beaucoup étaient le fruit de l'inceste, qu'ils élevèrent à leur manière, sans aucune notion d'humanité ou de civilité. Les membres de cette singulière tribu survivaient en tendant des embuscades nocturnes aux malheureux qui voyageaient seuls ou en petits groupes. Ils les assassinaient pour voler leurs biens, mais pas seulement. Leurs corps étaient ensuite ramenés dans leur grotte, où ils les démembraient et où ils les mangeaient. Leur macabre entreprise connaissait un tel succès qu'ils jetaient tout simplement le surplus à la mer. Et parfois, des restes d'os décapés ou des morceaux de corps décomposés venaient s'échouer sur les plages voisines, où ils étaient retrouvés par les villageois, lesquels ignoraient tout de la provenance. Le clan était tellement discret que personne ne connaissait son existence. Et durant toutes ces années passées dans la grotte, ils ne furent jamais inquiétés. Toutefois, les disparitions de leurs victimes ne passaient pas inaperçues, et elles inquiétaient les autorités. Des espions furent envoyés en reconnaissance, mais beaucoup ne revinrent jamais. Plusieurs expéditions furent alors organisées afin de trouver les coupables, mais elles se soldèrent par un échec. Au cours de l'une d'entre elles, les membres du groupe remarquèrent la grotte, mais ils se refusèrent à penser qu'un homme pouvait y survivre. Quand les magistrats constatèrent que tous leurs efforts étaient vains, ils mirent fin aux procédures et décidèrent de se fier à la providence. La sagesse divine éclairait les auteurs de ces actes de barbarie si tel était son souhait. Frustrés et avides de vengeance, les habitants des environs lynchèrent des innocents, d'infortunés voyageurs, des vagabonds ou des aubergistes malchanceux. Les soupçons pesaient lourdement sur les aubergistes de la région, car ils étaient bien souvent les derniers à avoir vu les personnes disparues, alors qu'elles étaient encore en vie. De nombreux commerçants
qui officiaient à l'ouest de l'Écosse, décidèrent alors d'abandonner leur profession, de peur d'être soupçonnés à leur tour et exécutés manu militari. Comme les voyageurs qui traversaient ces terres ne trouvaient plus d'hébergement, ils ne pouvaient plus se rafraîchir ou faire boire leurs chevaux, et la région commença petit à petit à se dépeupler. Une nuit, un homme et sa femme revenaient d'une foire, chevauchant le même cheval, lorsqu'ils tombèrent dans une embuscade tendue par les membres dégénérés de la famille Bean. Mais cette fois, ils avaient sous-estimé leurs adversaires. Un pistolet dans une main, une épée dans l'autre, l'homme se battait furieusement, les tenant à distance. Ils réussirent cependant à mutiler la femme qui tomba de cheval. Dès que la malheureuse fut à terre, les femmes de la tribu se jetèrent sur elle, puis elles lui tranchèrent la gorge et se mirent à boire son sang. Après quoi, elles entreprirent de lui ouvrir le ventre afin d'en extirper ses entrailles. En voyant la scène, son mari, horrifié, redoubla d'efforts quand soudain une trentaine de personnes qui revenaient eux aussi de la foire arrivèrent sur les lieux. Shawnee Bean et les siens s'enfuirent dans les bois, et l'homme expliqua sa triste mésaventure à ses sauveurs. La victime et les témoins du carnage montèrent alors à Glasgow afin de raconter cette histoire sordide aux magistrats, qui décidèrent de renvoyer l'affaire devant le roi James IV. Celui-ci avait entendu parler des atrocités commises dans la région, et il fut tellement captivé par le récit qu'il décida de s'en occuper personnellement. Il dépêcha sur les lieux un détachement constitué de 400 hommes et de dizaines de limiers afin de ratisser la zone. Certaines versions de l'histoire affirmèrent que le roi James IV menait lui-même la battue, mais c'est toutefois peu probable. Si les hommes de l'expédition ne remarquèrent point la grotte dissimulée, les chiens ne purent ignorer la forte odeur de chair en putréfaction qui s'en dégageait. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la tanière de la monstrueuse famille, un sordide tableau s'offrit à leurs yeux. Des morceaux de corps desséchés d'hommes, de femmes, d'enfants étaient suspendus au plafond. Des membres marinaient dans de larges tonneaux et de grandes quantités d'or et d'argent, de bagues, d'épées, de pistolets, de tissus, de draps et de lainage s'entassaient en piles. Les membres de la famille Bean ne firent aucune tentative pour s'échapper. Ils furent tous capturés vivants et emmenés à Édimbourg. Les adultes furent incarcérés à la prison de Tolbooth, pendant que les enfants étaient transférés dans les prisons de Leith et de Glasgow, après quoi ils furent rapidement exécutés, sans même être jugés. Les hommes eurent leurs organes génitaux coupés, leurs mains et leurs pieds sectionnés, puis on les laissa se vider de leur sang jusqu'à ce qu'ils en meurent. Les femmes et les enfants durent assister au spectacle, puis ils furent brûlés vifs. D'après les restes découverts dans la grotte, le nombre de leurs victimes pouvait être évalué à plus d'1 millier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La légende raconte qu'une des filles d'Alexandre Shawnee Bean avait quitté le clan afin de s'établir à Girvan, une petite ville située près de la fameuse grotte, et qu'elle y avait planté un arbre, le Airy Tree. Lorsque sa famille fut arrêtée, la jeune fille fut pendue à l'une des branches de son arbre. Et on raconte que lorsque l'on se tient en dessous du Airy Tree, on peut entendre le son d'un corps pendu qui se balance. Toutefois, la localisation de cet arbre reste inconnue. Shawnee Bean est souvent considéré comme une figure mythique. Les journaux de l'époque ne font aucune mention des disparitions des centaines de personnes. Toutefois, on estime qu'elles seraient constituées de fragments de vérité. Malheureusement, difficile à définir. Quelle est la part de réalité dans cette légende? Mais est-ce vraiment une légende? Au XVe siècle, ne peut-on tout simplement pas imaginer qu'une famille se reproduise ainsi et que pour survivre, ils commettent des actes aussi atroces? Nous serions bien naïfs de ne croire que c'est qu'une légende.
Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à le commenter. Prenez soin de vous, et vous qui voyagez, n'oubliez pas toute forme de prudence une fois que la nuit est tombée.